Salut tout le monde, c'est Niwo. Aujourd'hui je vous retrouve pour des lectures. Donc pour ce format de lecture, je vous le dis clairement, il n'y aura pas les barres que je mets d'habitude, parce que ça c'est, on va dire, ce qui prend le plus de temps en fait en termes de montage. C'est même pas le montage en soi, parce que bon, faire des cuts et faire des petits zooms ou des petits effets comme ça, voilà, c'est pas le plus compliqué, mais c'est vrai que faire les barres, donc les refaire à chaque fois, modifier les informations, etc. et les incorporer, c'est ce qui est le plus long. Voilà, c'est clairement ce qui est le plus long dans les achats manga. Et disons que si je veux quand même pouvoir vous faire quelques vidéos pendant les vacances, voire en préparer certaines, voilà, pour janvier, histoire quand même de pas s'arrêter, on va dire, d'un seul coup, il va falloir que je fasse ce genre de sacrifice. Et je pense que le plus important, ça va être mes propos, mes avis sur ce que je lis. Donc on va commencer avec Mangetsu, parce que c'est vraiment un des éditeurs pour lequel j'ai le plus lu. Et puis vu que je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, on va pouvoir revenir plus vite dessus, parce que oui, du coup forcément je vous en ai déjà parlé, parce que avant de partir j'ai fait quelques vidéos dédiées, notamment sur Keiji, donc Keiji tome 1 et 2. Bon, j'ai fait une vidéo détaillée dessus, je vous invite à aller la voir si ça n'a pas été fait, mais grosso modo, pour revenir sur ce que j'avais dit, Mangetsu lance une collection Tetsuo Hara, donc avec notamment aussi Soten no Ken, que je n'ai pas encore lu, qui est sur ma pile à lire, que je vous présenterai prochainement. Mais pour Keiji, on va dire Keiji, pardon, je sais pas parler, ça va être le premier de cette nouvelle collection. Et donc c'est une série quand même qui est assez longue, si je ne m'abuse il doit y avoir une vingtaine de tomes si je dis pas de bêtises, et j'ai du coup lu les 2 premiers tomes, même si j'ai le tome 3 qui m'attend également. Donc on se retrouve au Japon à la fin du 16e siècle, voilà, donc tout ce qui va être ère de samouraï, ère de guerre, les batailles, comme on peut le voir dans d'autres mangas. Mais c'est vrai que Keiji, ça va être un petit peu différent, parce qu'on va avoir ce côté vraiment monstrueux, un petit peu extrapolé, notamment à travers le personnage principal Keiji, du coup qui l'incarne parfaitement. Il est assez détesté, mais en même temps admirable. Il va y avoir pas mal de gens qui vont vouloir se débarrasser de lui. Il va toujours trouver un moyen de s'en sortir. De ce que j'ai compris, ces 2 premiers tomes, ça va être un peu plus classique, dans le sens où ça va être vraiment les prémices entre guillemets de l'histoire, et après ça va devenir beaucoup plus sombre. Donc je vous en reparlerai plus en détail de toute façon quand j'aurai lu la suite. Et si jamais vous voulez découvrir, voilà, mon avis, on va dire un petit peu plus poussé, vous avez de toute façon la vidéo dédiée à ce propos. Ensuite, je vais avoir lu les tomes 4 et 5 de Aoashi. Donc voilà, bon, avec la lumière, je vous avoue, vous devez pas voir grand chose. Voilà, ça sera un petit peu mieux. Aoashi, grosso modo, c'est, on va dire, mon coup de cœur manga de sport, on va dire, de cette année, qui parle de foot, qui va un petit peu se singulariser par son côté plus réaliste, plus posé sur la vie des personnages, même s'il y a toujours l'aspect foot évidemment avec les entraînements, mais ça va être le côté difficile, mais qui va quand même, de ce que en tout cas j'en connais, va être plutôt réaliste, ce qui va être en opposition par exemple avec Blue Lock, qui est très bien, mais qui va plutôt être un battle royale du foot, avec voilà, on va dire des enchaînements, une thématique et une façon de procéder qui n'est pas réalisable dans la réalité. Donc c'est 2 mangas de sport sur le foot, mais qui sont développés de manière totalement différente. Donc Aoashi, bon, je répète rapidement, mais on va suivre Ashito, qui est un passionné de foot, mais qui est bien loin de la réalité entre guillemets. Il n'a pas conscience de ce que ça implique de vouloir être joueur professionnel. Il l'a toujours dit crié haut et fort qu'il serait joueur professionnel, sans savoir tous les sacrifices que ça impliquait. Et quand il va vraiment en avoir l'opportunité, il va tout donner, mais se rendre compte qu'il n'est pas du tout à niveau, surtout en termes de technique et de vision de jeu. Il a beaucoup de mal à comprendre certaines choses, et notamment ses camarades, ça va créer des tensions. Et donc les tomes 4 et 5, on va entrer plus en détail en fait dans l'histoire, puisqu'il va avoir intégré l'équipe U18, même si ce sera l'équipe secondaire évidemment. Il va pas être titulaire de l'équipe principale, alors qu'il a des grosses lacunes. Et c'est un garçon qui est très touchant, qu'on va beaucoup apprécier suivre, que ce soit dans son parcours voilà, footballesque, je sais pas trop comment on est censé dire ça, mais voilà, ou dans sa vie de tous les jours, notamment sa maman qui se démène pour qu'il puisse en fait faire des études dans le domaine de sa passion. C'est vraiment un manga qui va prendre aux tripes, mais d'une manière différente que ça peut être le cas de d'autres mangas de sport, comme par exemple Kurogos Basket, qui lui, ça va être vraiment plus l'adrénaline. Là évidemment, pendant certains matchs on a l'adrénaline, mais ça va être surtout par projection en fait par rapport au personnage principal, ce qui est pas forcément toujours le cas. Et je trouve que c'est super bien fait. Il y a un anime qui va arriver normalement 2022 si je dis pas de bêtises, et il y a moyen que je me penche dessus, même si je regarde pas trop d'animes, parce que j'aimerais bien voir ce que ça donne en fait une fois que c'est animé. Ensuite le tome 3 de Shirulan. Shirulan, on est toujours dans le domaine samouraï, un petit peu comme Keiji, mais ça va pas du tout développer, on va dire, les mêmes aspects de cette thématique. En fait, clairement, ça va être l'arrivée, la création du Shinsen Gumi. Donc on va le suivre un petit peu du départ jusqu'à voilà les petits intermédiaires qu'il y a pu avoir et jusqu'à la finalité. Il y a plus d'une trentaine de tomes, si je ne m'abuse, au Japon. Il y a le tome 4 qui est sorti, pareil, qui est sur ma pile à lire, donc dans mes prochaines
lecture. Shiurulan, ce qui va être intéressant, au-delà du scénario et au-delà de la thématique, principalement, ça va être la manière dont c'est fait, puisqu'on va avoir un aspect très shonen, que ce soit dans le dessin, que ce soit dans la manière de créer les scènes de combat, dans la façon dont réfléchissent les personnages, etc. Ça va faire assez, voilà, shonen neketsu, si je puis dire. Et c'est ça qui va donner ce côté punch, ce côté attrayant au titre, avec évidemment la partie historique qui va forcément être un petit peu romantisée. C'est logique, hein, vu qu'on est dans le domaine shonen. C'est super intéressant parce qu'on va quand même avoir beaucoup de personnages à découvrir. Alors bon, ils vont nous les présenter d'une manière assez classique, c'est-à-dire à travers un tournoi. C'est vrai qu'on en a l'habitude, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent, donc fondamentalement c'est pas étonnant, c'est pas voilà, mais je ne sais pas s'il y aurait eu un meilleur moyen de le faire, parce que c'est un peu le moyen classique, on va dire. Voilà, le fait d'avoir des combats, forcément on va pouvoir voir la manière de se combattre de plein de personnages sans pour autant que ce soit bâclé, ou au contraire qu'on s'attarde trop dessus ou qu'on soit perdu. Donc ça c'est bien fait, ça permet aussi de mettre l'accent sur les personnages qui, pour l'instant en tout cas, vont être plus importants. Voilà, forcément les combats sur lesquels on s'attarde ou les personnages sur lesquels on s'attarde, on se doute qu'ils vont avoir un rôle important à jouer. C'est un tome qui est bourré d'action, c'est le format qui veut ça forcément, qui dit tournoi dit ça tourne beaucoup, il y a beaucoup de combats, même s'il va y avoir des rebondissements auxquels on peut pas forcément s'y attendre, et du coup je vous en reparlerai de toute façon quand j'aurai pu lire le tome 4. Tout au bout du quartier, je reviendrai pas énormément dessus pareil parce que j'en ai fait une vidéo dédiée. Tout au bout du quartier, c'est par Pump Sawae qui est l'auteur de Panda Detective Agency, dont le premier tome est sorti en juillet si je ne m'abuse, et ça c'est un one shot, donc un recueil d'histoires courtes, de nouvelles qui vont nous présenter divers aspects de l'auteur à diverses époques, parce qu'elles n'ont pas toutes été écrites en même temps. Ça permet, pour moi, c'est le plus important, c'est que ça permet de découvrir l'auteur sous plusieurs angles, tout en restant dans un format entre guillemets assez court. Donc ça permet, voilà, de le découvrir à travers de petites histoires. Je suis pas ultra fan du format normalement, mais là je trouve que c'est assez bien fait, que les histoires la plupart du temps suffisent elles-mêmes, même s'il y a des fois où la petite frustration, j'aurais bien aimé que ce soit un petit peu plus développé, mais bon, ça c'est purement personnel. Je vous invite de toute façon à aller voir ma vidéo dédiée dessus, mais pour moi c'était une très bonne surprise, et j'ai fait une chronique écrite également si vous souhaitez en savoir plus. Ensuite, pour ceux qui auraient peut-être reconnu avec mon magnifique suite donc de Junji Ito, je suis pas fan du tout, vraiment pas. Je vais vous présenter, alors rapidement, parce que quand j'aurai terminé cette année affreuse, je vous ferai des dossiers dédiés sur les œuvres de Junji Ito. J'ai travaillé dessus notamment cet été avec Tomie. J'ai fait un magazine qui est finalisé, mais je vous l'ai pas encore présenté, mais j'attends vraiment pouvoir faire un énorme pavé, un gros dossier sur ça, et pourquoi pas une série de vidéos dédiées ou de live, mais bon, pour l'instant malheureusement le temps n'y est pas. Peut-être pendant ces vacances, hein, suivez un petit peu, mais c'est possible que je fasse quelques lives pour discuter ou pour jouer, enfin bon, bref, ce genre de choses, donc on en reparlera. Donc on va faire dans l'ordre de parution, comme ça ce sera un petit peu plus simple. On a tout d'abord Tomie, donc la première œuvre que j'ai lue de Junji Ito chez Mangetsu, puisque c'est la première sortie qui est parue en juillet. Junji Ito je connaissais déjà, alors j'avais pas tout lu, évidemment je n'ai pas tout lu, c'est-à-dire que là ce sont 3 exclus, même s'il y avait quelques petites nouvelles dans les chefs-d'œuvre de Junji Ito que j'avais déjà lu, ça reste 2 exclus pour moi, parce que j'avais lu à l'époque, voilà, quelques nouvelles par-ci par-là, j'avais lu quelques débuts de série également en anglais, j'avais même acheté Tomie, Spiral et Gyo en anglais, que l'édition anglaise était superbe et c'était pas dispo en français, donc j'avais déjà tout ça, même si je les avais pas lu cette édition anglaise, elles étaient de côté, bon forcément avec les priorités je les avais pas encore lues, mais Junji Ito c'est quelqu'un que je connais, enfin c'est quelqu'un que je connaissais, c'est un auteur que je connaissais, j'avais déjà aussi regardé quelques épisodes de l'anime, même si bon c'est toujours moins représentatif que le manga. Donc quand on l'a annoncé en France, ça je vous en ai déjà parlé, mais j'étais refait, enfin trop content, enfin bref, pour moi c'est un auteur mémorable. Et alors quand ils nous ont présenté franchement le format, les éditions qu'ils avaient prévu de faire, alors là j'étais vraiment heureux, mais comme pas possible. Une édition honnêtement pas piquée des hannetons comme on dit, que ce soit la jaquette, que ce soit le livre en soi, que ce soit l'épaisseur du livre, bon forcément avec 700 pages c'est très épais. Il y a eu quelques soucis de papier, de ce que j'ai compris, quelques plaintes, mais ça a été entendu et donc ça a été fait, voilà, ça a été fait autrement. Mais moi ça ne m'a pas posé de problème, apparemment le fait que c'était trop, comment dirais-je, trop transparent, moi j'ai pas spécifiquement remarqué ça, puisque ça a été le cas aussi d'autres éditeurs, donc c'est quelque chose que j'ai déjà vu, donc ça m'a pas posé de soucis. Et en plus de ça, de toute façon sur cette épaisseur là, je me voyais pas avoir un livre vraiment où je galère à lire. Déjà Tomie était très compliqué à lire en main sans être vraiment posé d'une certaine manière pour pas que ça pose souci. C'est pareil pour les chefs-d'œuvre de Junji Ito, j'ai eu beaucoup de mal à vraiment le lire correctement en faisant très attention pour pas l'abîmer, et pourtant il est beaucoup moins épais. Donc pour moi voilà, pour moi c'est pas un problème. Bref, pour revenir du
coup, ça commence à avoir de la gueule la collection vraiment Junji Ito, ça va être magnifique, je suis trop content. Donc Tomie, particulier, histoire particulière, pourquoi? Pour l'auteur déjà notamment, parce que c'est un titre qu'il a écrit sur plusieurs années, voilà, par chapitre, quand il voulait y retourner, il retournait sur Tomie, et il n'exclut pas, même à l'heure d'aujourd'hui, le fait que peut-être un jour il a envie d'écrire d'autres chapitres sur Tomie et qu'il le fasse. Voilà, donc Tomie intégral, mais Tomie terminé, on ne sait pas vraiment. Tomie, ça va être une œuvre qui permet déjà pour moi de bien entrer dans l'œuvre de Junji Ito, même s'il y en a d'autres qui font aussi le travail, notamment les chefs-d'œuvre de Junji Ito, parce que le format s'y prête bien. Ça reste pour moi un bon titre, et que moi, en tout cas pour la version écrite, et le fait que ça faisait quand même des années que j'avais lu du Junji Ito, donc pour me remettre dedans, ça m'a pas du tout posé problème. Alors effectivement, Junji Ito, c'est très particulier, c'est sa propre vision de l'horreur, bien que dans Tomie, étant donné qu'on se fie à un seul thème, on va pas avoir autant d'aspects développés que dans les chefs-d'œuvre de Junji Ito, où ça m'a vraiment frappé aux yeux. Mais Tomie, ça reste une œuvre qui parle d'une entité, d'une femme magnifique qui va faire tourner la tête des hommes et donc montrer leur pire travers. On ne sait pas vraiment qui elle est, on ne sait pas vraiment d'où elle vient, mais quand elle décide d'entrer dans la vie de quelqu'un, tu peux être sûr qu'elle va tout chambouler et foutre un bordel pas possible. Et c'est ça qui va être captivant, c'est qu'à chaque fois qu'on va la suivre au fil des chapitres, à travers différents endroits, sous différentes identités et avec différentes personnes, on sait très bien que ça va être, on va dire, chaotique, qu'elle va foutre un bordel monstre dans la vie de ces personnes-là, sans se soucier de ce que ça peut faire, et elle va le faire sous différents aspects. C'est-à-dire qu'à chaque chapitre, même si on suit une seule entité et qu'on reste dans un thème du coup assez fermé parce qu'on est autour d'elle, elle va faire les choses de manière tellement différente à chaque fois qu'on va pouvoir découvrir différents domaines de l'horreur, des domaines qu'on n'aurait pas forcément pensé pouvoir découvrir en manga, et on est vraiment happé en fait par la lecture, on est happé par cet univers, et moi j'ai été choqué en fait d'être autant pris par l'histoire dès le premier chapitre, même si effectivement on le voit assez rapidement, mais les premiers chapitres vont être beaucoup plus imprécis, beaucoup plus brouillons en termes de dessin, parce que forcément c'était au début de sa carrière, alors qu'à la fin on va être sur du dessin qui va être tout de suite beaucoup plus joli, beaucoup plus développé. Mais on n'a pas de fin, c'est-à-dire qu'on a une fin de tome convenable, on peut se dire bon bah on s'arrête là, on sait que Tomie continuera d'exister, on sait qu'elle aura d'autres histoires, on ne sait pas si elles seront dessinées un jour, on ne sait pas si on peut les imaginer, mais on sait qu'elle existe autrement. Et c'est ça qui est intéressant avec ce personnage, c'est que c'est bon déjà un personnage immortel, du moins de ce qu'on a pu en voir, et qui pour moi s'apparente un petit peu au cancer. C'est comme des cellules en fait qui vont se multiplier, qui vont du coup dans l'organisme se multiplier dans l'espace, puis aller donc voilà se répartir ailleurs. Et Tomie, c'est un petit peu ça, c'est elle va se régénérer, ça va donner des milliers de cellules à chaque fois. Il y a eu d'ailleurs des scientifiques qui ont essayé de découvrir ça, on va dire, donc de faire des petits tests scientifiques sur elle, etc. Et c'est vrai que pour moi ça s'apparente vachement au cancer, et donc je trouve que c'est une métabolique qui est assez forte, même si évidemment c'est pas spécifiquement ce qu'a dit l'auteur, mais c'est vrai que c'est comme ça que je l'ai pris, et ce qui a fait aussi que j'ai beaucoup apprécié ce tome. Bon, je vais pas en dire plus parce que bon, on en parlera plus en détail dans un live ou dans une vidéo. Donc ensuite on a eu Sensor qui est toujours dans ce domaine de femme forte, c'est d'ailleurs pour ça que Mangetsu, si j'ai bien compris, l'a édité ensuite. C'est aussi parce que c'est un titre qui a jamais été édité en France, et un de ses titres les plus récents, si je dis pas de bêtises, il faut que je regarde ça. Ouais, ça a été édité en premier en 2019 au Japon, donc c'est quand même assez récent, ça n'a que 2 ans, donc ça a été voilà une volonté pour eux de le sortir. On a ce côté femme forte, mais dans une histoire qui pour le coup n'a rien à voir. Pour le coup ça va plus être une femme normale entre guillemets, Kyoko, qui va devenir une sorte d'entité. Elle va rencontrer au pied d'une montagne un homme qui va insister pour l'amener dans son village, et c'est un village qui va vouer un culte vraiment à un dieu autour des cheveux. Alors ça va être assez bizarre, je sais pas, c'est très compliqué à expliquer clairement, mais il va y avoir des espèces de pluies de cheveux, et ces pluies de cheveux vont s'agripper sur la tête des habitants du village, et ça va être signe de bonheur, de chance, de santé, etc. Sauf qu'à jour il va y avoir une espèce de drame qui va faire que le village va disparaître, et que Kyoko va obtenir une chevelure exceptionnelle. Ici on va avoir plus le domaine religieux qui va être vachement mis en avant, notamment une espèce de secte qui vaut un culte du coup au niveau du mont Sengoku, qui vont d'ailleurs avoir des comportements qui vont poser problème et qui vont créer des situations on va dire
un petit peu palpitante au niveau de la série, je vous en dirai pas plus là-dessus, mais on va du coup en fait découvrir un aspect totalement différent, moins dans l'horreur pure comme ça peut être le cas dans Tomie, avec vraiment des images sanglantes, des visages un petit peu extropiés, notamment avec les photos de Tomie quand elle a un double visage, mais là ça va vraiment être les cheveux qui vont être mis en avant, qui vont créer, enfin il va y avoir des planches sublimes autour de ça, et il va utiliser cette thématique pour développer d'autres aspects et rester quand même dans ce domaine un petit peu horrifique, spécifique, avec des personnages qui, enfin visuellement, c'est ça qui est dingue, c'est que Cara Design est très simpliste, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont lambda, on va pas partir dans l'excentricité, etc. Mais pour autant, ils sont singuliers, ils se démarquent, et on sait en fait quand on voit un personnage s'il va avoir un rôle important ou pas. Et Censor, ça va être vraiment ce mélange entre des scènes vraiment affreuses, on va dire, avec par exemple les orbites qui sortent, qui veulent s'échapper en fait d'une personne, avec les scènes avec les cheveux, les grosses boules, comme si c'était une guerre en fait, qu'ils étaient en train de se faire éliminer complètement, et des aspects un peu plus terre à terre, même si on reste dans ce domaine de divinité, de religion, etc. Plus terre à terre, avec du coup une enquête, une recherche autour de cette secte qui sévit et qui crée beaucoup de problèmes. Il y a du coup plus d'action, il y a un fil conducteur qui pour moi est un peu plus présent que dans Tomie, où Tomie c'est vraiment, on la suit en fait au fur et à mesure, mais on n'a pas de temporalité, on sait pas, à part quelques chapitres qui sont liés, on sait pas quand est-ce que ça se passe exactement par rapport aux autres chapitres. Là on a vraiment une temporalité, même si une fois de plus c'est une finalité qui peut prêter à interprétation, mais je trouve que c'est bien, ça permet libre cours à l'imagination, et même si c'est plus court, franchement j'ai trouvé que c'était suffisant, voilà, que c'était, même si c'était un tome simple entre guillemets, j'ai trouvé qu'il suffisait à lui-même, et qu'on avait toujours cet aspect Junji Ito, même si il est totalement différent. Et je pense qu'il faut vraiment pas commencer par Censor, par contre il faut le lire vraiment quand on connaît déjà bien, et qu'on sait, voilà, on a cerné le personnage, non parce qu'on ne peut pas le faire, mais où on est déjà habitué, donc c'est des choses qu'on apprécie et qu'on connaît. Et du coup, dernier titre de chez Mangetsu, et à la fois dernier titre de Junji Ito sorti à ce jour et que j'ai lu de toute façon, ce sont les chefs-d'œuvre de Junji Ito tome 1, donc qui regroupe 10 nouvelles donc de son univers. Donc cette fois-ci déjà l'horreur on va être servi, et en plus de ça, ça va être des domaines totalement différents, on va passer par des états totalement différents, et je trouve d'ailleurs que ce soit au niveau de la version française, donc avec ce logo magnifique et bon l'édition comme d'habitude, ou au niveau de la couverture, je trouve que c'est la meilleure en fait qui y a eu, parce que on a tout simplement une illustration qui regroupe toutes les nouvelles. Quand on n'a pas encore lu, on comprend pas, on se dit voilà, bon, enfin on trouve ça très joli, mais on n'a pas encore tous les critères, et quand on la regarde, il a mêlé toutes ces nouvelles d'une manière ultra intelligente, ultra bien faite, et on peut tout retrouver et on comprend parfaitement de quoi on parle. On peut situer chaque personnage, chaque façon de représenter, on peut situer la nouvelle à laquelle ça correspond, et ça je trouve ça tout simplement génial. C'est magnifique, les nouvelles sont exceptionnelles, autant le vous dire. Pourtant je vous le dis encore une fois, je n'aime pas le format nouvelle, les histoires courtes ça m'énerve parce qu'on est frustré. J'ai eu de la frustration effectivement par moment, surtout au début, le temps de s'habituer en fait au fait que bah voilà, là c'est terminé, voilà, ça fait 30 pages, bah c'est terminé au bout de 30 pages, il faut l'accepter, et au bout d'un moment on s'y habitue, et donc on va découvrir et redécouvrir entre guillemets ces personnages. On va revoir Tomie notamment, parce qu'on a un chapitre qui, si je dis pas de conneries, se trouve aussi dans Tomie. Je sais pas si le 12 il est différent ou pas, j'ai pas vérifié, mais ça permet aussi de redécouvrir ce personnage. Et il y a des personnages qu'on va voir dans 2 histoires par exemple. Enfin c'est captivant, c'est génialissime. Je rentrerai pas dans les détails des histoires courtes parce que on en reparlera, et en plus je vous conseille d'aller découvrir par vous-même, mais vraiment je pense que sur les 3 pour l'instant c'est mon préféré, parce que il fait vraiment, en fait il passe du coq à l'âne, on découvre vraiment plusieurs aspects de l'horreur, et ça permet d'avoir des pages, des illustrations, des cases qui sont exceptionnelles et qui ont rien à voir en fait, qui vont pas exprimer la même chose, et ça j'ai surkiffé en fait, vraiment c'était exceptionnel. Bon, on va essayer d'accélérer un petit peu parce que là c'est une cata, mais bon c'est bien, au moins on a le temps de discuter un petit peu. Après je vais avoir lu les tomes 2, 3 et 4 de Bâtard, donc un webtoon de chez Kiun, voilà, comme ça on passera après au webtoon de chez Kabooks, comme ça on restera dans le thème. Donc Bâtard, j'ai lu le tome 1 que je sais plus
plus du tout si j'en avais parlé, mais c'est assez ancien, donc de toute façon j'en reparlerai pas ici. Mais du coup j'ai lu jusqu'au tome 4 qui sont les seuls tomes parus. Si je ne m'abuse, c'est terminé en 5 tomes ou 6 peut-être, mais en tout cas c'est bientôt terminé. Badar, c'est une série exceptionnel, que ce soit par le dessin en fait, parce qu'on est dans un côté couleur, mais c'est des couleurs qui font très sépia, qui sont très légères et qui nous plongent dans un univers complètement froid, complètement sombre, puisqu'on va suivre grosso modo un tueur en série, ou du moins le fils d'un tueur en série qui aide son père en fait pour pouvoir survivre depuis des années. Il l'aide en fait à trouver ses proies, parce que ce sont des jeunes femmes, donc forcément elles vont moins se méfier d'un enfant, et du coup il aide son père à trouver ces jeunes filles et ces jeunes femmes, souvent plutôt des jeunes filles, et donc il l'aide à les assassiner puisqu'il les assomme de son côté. Sauf que la prochaine proie de son père, c'est une jeune fille dont il s'entiche en fait, et donc il ne va pas vouloir aider son père, il va vouloir tout faire pour protéger cette jeune fille, et donc c'est ça qui va créer on va dire le webtoon Bâtard, puisqu'il va trouver des moyens de la protéger et lui-même de devenir plus fort pour espérer un jour pouvoir s'opposer à son père. Et ce qui va vraiment être intéressant dans ce titre, c'est qu'on va nous transporter avec le personnage principal, et donc du coup au bout d'un moment, quand lui va douter quand il va douter de lui-même, quand il va pas savoir si ce qu'il pense, ce qu'il dit sur son père, etc., ça va être vrai parce que son père va le faire douter de lui, et ben on va douter aussi, parce qu'en fait on n'a aucune certitude, vu que c'est son point de vue qu'on suit depuis le début, on ne peut pas être persuadé qu'il ait raison. Et donc c'est ça qui va être, je pense, le plus génial dans ce titre, cette incertitude qu'on va avoir de bout en bout, et qui va nous tenir qui va nous tenir en haleine tout le long de la série. Et donc j'ai hâte du coup de découvrir la fin. Je vous en reparlerai de toute façon plus en détail, mais honnêtement c'est un webtoon qui est fantastique. On va parler aussi de mes 3 dernières lectures webtoon en format papier, donc True Beauty, Noblesse et Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. J'ai toujours les solo leveling à lire, j'ai bien les 4 tomes avec l'édition collector du tome 4, très content d'avoir trouvé. J'ai bien ces tomes de solo leveling, mais j'ai toujours pas lu, donc ça ce sera pour plus tard. Mais donc qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim? Je vais pas rentrer dans les détails, tout simplement parce que c'est une romance grosso modo entre une secrétaire et son patron, elle qui veut s'émanciper, qui veut quitter la boîte et espérer trouver l'amour et pouvoir enfin fonder une famille. C'est son rêve dans la vie, et lui qui ne veut absolument pas qu'elle parte et qui va tout faire pour qu'elle s'entiche en fait de lui. Donc on va suivre dans ce tome 2 tout simplement la suite de leurs aventures, et Ellie, donc le patron, qui va tout faire en fait pour continuer de la draguer, et qui va pas forcément apprécier s'il y a d'autres hommes autour d'elle. Et on voit bien que les deux tiennent l'un à l'autre, mais que c'est du fait de leur position et du fait aussi que Lee ne correspond pas du tout à l'idéal que s'est imaginé Kim quand elle pensait à fonder une famille. Ça crée en fait des distances entre eux, donc c'est très compliqué. Mais grosso modo voilà, c'est une petite romance. Si vous aimez les romances style shoujo, vous apprécierez. Si vous aimez pas ça, honnêtement je ne pense pas que vous devriez essayer, parce que c'est vraiment dans ce domaine là. Noblesse, à contrario, ça va plus être dans le domaine vampire, mais vampire super bien foutu. Moi qui suis fan de vampires, j'ai lu un peu tout ce qui peut exister, bon pas non plus, mais vous voyez ce que je veux dire. Et Noblesse pour moi se démarque, bon déjà par le dessin qui est super, avec les belles profondeurs que moi je trouve sont assez bien faites, et le scénario qui va permettre de mettre en opposition le milieu humain, le milieu vampire, avec l'intermédiaire autour de Rai, donc qui lui est un noble qui est apparemment recherché, ou du moins même si ils ne savent pas que c'est lui, il recherche son cercueil, puisqu'il vient de se réveiller après des siècles, si je dis pas de bêtises, de sommeil. C'est un webtoon à la base qui est assez énigmatique, qui va beaucoup en fait montrer les choses par détail, par-ci par-là, sans vraiment les dire clairement, mais on a tout ce qu'il faut en fait. On a du combat, on a de l'émotion, on a des personnages qui honnêtement sont convaincants. Moi je trouve que c'est une très bonne série que j'apprécie beaucoup pour l'instant. Après avoir par la suite, parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs arcs et plusieurs saisons entre guillemets en format papier, donc à voir si ça traîne pas trop en longueur, ça dépend comment ils vont le faire, mais pour l'instant on voit en fait où le scénario peut aller, notamment avec les vampires qui s'opposent totalement et qui sont en train de découvrir en fait la puissance des Rai, et ils se disent oula c'est quand même bizarre, et qui vont essayer de découvrir en fait qui il est. Donc là je pense que ça va amener des prochains tomes assez intéressants. Donc il y a la matière à, mais pour l'instant je ne me
je ne me fixe pas trop. True Beauty, alors True Beauty, je vais pas en parler énormément pour la simple et bonne raison que je ne suis plus du tout à ce tome 1. Honnêtement, j'ai surkiffé et du coup, j'ai lu tous les chapitres sortis sur Webtoon, donc officiellement, et j'ai aussi vu le drama. Le drama d'ailleurs qui est très différent du Webtoon et pour moi beaucoup moins bien. Tous les aspects, on va dire, de développement personnel qu'il y a dans ce Webtoon, parce qu'il y en a beaucoup, de recherche de soi, d'évolution, dans le drama, c'est balayé parce que tout ce qui compte, c'est l'amour, c'est vraiment pour moi, c'est niveau Pikaka pour vous dire. Et en plus, il y a des relations entre guillemets qu'il y a dans le Webtoon et la manière dont c'est fait qui n'ont pas du tout été développées dans le drama. Ça a été un peu bâclé, je trouve, et moi ça m'a beaucoup déçu parce que le Webtoon est vraiment super et c'est pas représentatif du tout. Mais grosso modo, on va suivre une jeune lycéenne qui, après avoir été brimée pendant des années, enfin pendant toute sa jeunesse et jusqu'au collège, décide de se maquiller, et en fait en apprenant à se maquiller, elle est physiquement une toute autre personne, elle arrive à se faire des amis et elle vit en fait cette vie superficielle en paniquant de croiser quelqu'un quand elle est démaquillée, etc. Ce genre de choses. Donc c'est, on va dire, un webtoon qui parfois peut être agaçant parce que ça va mettre beaucoup en avant la beauté. Voilà, un mec, oh il est beau, donc il va me plaire, oh il est trop beau, oh il est beau, moi je me sens moche quand je suis pas maquillée. Enfin, c'est très superficiel, mais en même temps, il va y avoir une grosse critique de ça. Et le côté, vraiment, comme je vous l'ai dit, au développement personnel, le fait qu'elle va devoir trouver sa voie et que ça va être le cas aussi des personnes autour d'elle, c'est fait de manière, pour moi, super intelligente et beaucoup mieux que dans le drama par ailleurs. Et c'est ce qui a fait aussi que j'ai continué, du coup, en scan, enfin sur Webtoon, donc bon, c'est des scans officiels, enfin on s'en fout. Et donc du coup, là où on en est, ça fait très longtemps, il y a beaucoup de tomes à mon avis entre temps. Bah, là où on en est, du coup, je peux dire vraiment que c'est une super série et je vous en reparlerai de toute façon à la sortie de chaque tome. Du coup, on va continuer du côté de Delcourt, qu'avoue que ça fait partie de Delcourt, donc ça c'est dans la continuité des choses. Je vais pas revenir dessus parce qu'honnêtement on s'en fout un petit peu, mais j'ai lu le tome 15 de DeadTube. DeadTube c'est toujours pareil, donc si je vous dis bah voilà, en fait on va toujours revenir sur les mêmes critères. C'est toujours du gore, c'est toujours certains personnages qui essaient de détruire DeadTube, d'autres qui sont un petit peu à voir, des trahisons, enfin voilà, c'est toujours ça DeadTube, donc je reviendrai pas plus dessus. Ensuite un petit isekai réincarné dans un autre monde, très sympa, bon, avec un personnage overcheat qui pareil, hein, comme toujours, qui est dans une société esclavagiste de son vivant, dans un monde en fait qui ressemble au nôtre et qui va se retrouver transporté dans un autre univers et où il va devenir tout simplement invincible, et on va le suivre à travers son invincibilité, même si ça va pas être seulement ça va être un personnage très énigmatique dont les autres personnes de l'univers vont un petit peu se méfier, mais moi j'aime beaucoup. Après je suis très isekai, si vous aimez les isekai, c'est un isekai classique mais qui a son petit côté sympa, à lui, donc moi voilà, j'ai beaucoup apprécié. Ensuite j'ai lu les deux premiers tomes d'Infection. Je reviens pas dessus parce que j'ai jusqu'au tome 12 pour l'instant et je vous ferai une vidéo dédiée dessus, mais pour l'instant moi j'aime bien, même si le côté ecchi, vous savez que j'ai beaucoup de mal parce que pour moi souvent, enfin même quasi tout le temps, il sert à rien. Enfin je veux dire, je m'en fous de voir des boobs, c'est pas du tout ce qui m'intéresse, c'est vraiment le scénario et la façon dont c'est fait. Alors voir qu'il soulève sa jupe sans faire exprès qu'on voit sa petite culette, enfin je m'en fous quoi. Mais sur le côté zombie, moi je suis très fan, voilà, avec une infection, c'est le nom de l'œuvre. Pour l'instant j'aime beaucoup, je t'en reparlerai donc quand j'aurai lu la suite. Sans expérience tome 3, pareil, je vais revenir vite dessus. Sans expérience tome 3, alors c'est une série qui fait un petit peu parler parce que d'un côté c'est très misogyne, voilà, c'est un peu bébête, voilà, un homme qui va voir une femme et qui lui dit épouse-moi machin, alors qu'ils se connaissent pas, et elle qui accepte, et on va voir en gros leur vie post-maritale avec le mec qui va travailler, la femme qui fait à manger et le ménage. Donc c'est vrai que sur cet aspect là c'est un peu anti-progressiste, mais moi le côté mignon, le côté détente avec leur couple qui évolue très lentement, enfin c'est limite ils se sont fait qu'un petit bisou quoi, donc ça me fait extrêmement rire et ça permet un peu de sortir du quotidien, d'avoir une lecture un petit peu plus légère, donc moi j'apprécie. Dernier tome chez Delcourt Tonkam, ça va être La déchéance d'un homme, tome 2 de Junji Ito, d'après l'œuvre de Osamu Dazai. Donc Junji Ito, voilà, j'en ai déjà beaucoup parlé dans cette vidéo. Alors cette fois c'est chez Delcourt Tonkam, c'est pas le même format, bien qu'on ait quand même une jaquette assez sympathique. C'est le tome 2, La déchéance d'un homme. Je découvre avec cette version de Junji Ito, donc je ne pourrais pas vous comparer par rapport à la version originale, mais dans cette version c'est du Junji Ito. Pour le coup c'est vraiment une histoire, c'est à dire que là le scénario a une logique, il évolue
avec le temps on suit vraiment un personnage qui d'ailleurs est détestable, hein, que ce soit avec les femmes ou que ce soit avec ses camarades, ses amis, il finit toujours par faire n'importe quoi. C'est vraiment, voilà, c'est une mauvaise personne qui apprend pas de ses erreurs, mais en même temps c'est un personnage que moi j'apprécie suivre et je trouve que Junji Ito le représente très bien. Donc je comparerai pas comme je l'ai dit, mais voilà, si vous aimez l'auteur ou si vous voulez le découvrir autrement, franchement pour moi c'est une bonne série et les dessins, j'adore en fait. J'adore sa façon de dessiner, que ce soit l'horreur ou les personnages en tant que tels, c'est magnifique, j'adore. Voilà. Et chez Soleil, un seul tome, This Teacher Is Mine, tome 12. C'est le dernier tome, donc on va éviter de trop rentrer dans les détails pour pas vous spoiler, mais grosso modo, c'est la fin de leur histoire, voilà, de notre petite Anne et de son professeur, qui sont allés au bout des choses, voilà, avec leur petite histoire. Mon seul problème, c'est que les personnages secondaires ont été beaucoup développés dans les derniers tomes et qu'au final, on n'a pas la finalité de leur histoire, on sait pas trop ce qu'ils deviennent, et j'ai trouvé que ça servait un petit peu à rien de les mettre en avant pour au final pas aller au bout des choses. C'est ça qui m'a un petit peu déçu, mais sinon ça reste une bonne fin. C'est voilà un petit shoujo mignon, hein, qui est pas spécifiquement original, on va pas se le cacher, mais en tout cas moi c'est un shoujo que j'apprécie beaucoup, que j'apprécie toujours autant lire, donc ça m'a fait un petit peu, voilà, ça m'a fait un peu de peine quand même le fait que ce soit terminé. Parce que voilà, c'est le dernier tome, mais c'est la vie. J'avais oublié une série de chez Delcourt Tonkam, mais vous allez comprendre pourquoi, c'est parce qu'il y a beaucoup de tomes, donc je l'avais mise à côté. Voilà. Je sais pas si vous allez reconnaître, mais c'est tout simplement Alice in Borderland. Alice in Borderland, je vous avais peut-être montré ça, je ne sais plus. Ça fait un moment, j'avais acheté les 2 premiers tomes, mais parce que j'avais vraiment envie de découvrir cette série, mais je me suis dit, je les mets de côté, je le lirai plus tard. Et un soir, voilà, après une journée de révision, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de là, j'avais vraiment fait une grosse période shoujo, parce que bon, quand ça va pas trop, t'as envie de lire des trucs un petit peu moins glauques. Mais là, j'avais vraiment envie de lire un truc où il y a du sang, où ça casse des bouches, et donc je me suis dit, bon, bah, tiens, j'ai Alice in Borderland que j'ai pas découvert, les 2 premiers tomes, comme ça me fait 2 tomes à lire, c'est sympa. J'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai adoré. Alors évidemment c'est une façon un peu extrême revisitée de Alice au pays des merveilles. On va suivre Alice, donc un jeune garçon qui va se retrouver transporté dans un univers un peu type Battle Royale étrange. Donc il va y être transporté avec ses amis, et lui en fait la vie elle lui paraissait morose et il se disait que n'importe quel endroit serait mieux que celui-ci. Donc du coup il va se retrouver dans cet univers, dans cet endroit, donc du coup Borderland, et il va devoir participer à des jeux pour pouvoir survivre, parce qu'il y a une sorte de visa, et il n'y a que en participant à des jeux que tu peux augmenter les jours de ton visa. Et si tu ne le fais pas, quand ton visa arrive à 0, tu as un espèce de laser qui t'arrive direct dans la tête et tu meurs. Évidemment pendant ces jeux, tu peux mourir, c'est dangereux, c'est imprévisible, parce qu'il y a des jeux où ce sera de la coop, où tout le monde devra s'entraider pour pouvoir s'en sortir, mais il y a d'autres jeux où tu seras possiblement contre tes camarades, et donc tu vas te retrouver être le seul survivant. Donc c'est une série en 18 tomes, donc j'ai arraché les 18 tomes là en 2 mois, vraiment je lisais que ça le soir avant de dormir, parce que ça m'a happé, ça m'a pris au trip, et j'ai surkiffé. Vraiment c'est génialissime, que ce soit au niveau du choix des jeux, de la psychologie des personnages, des différents personnages, de la façon dont est foutu le scénario, j'ai adoré, j'ai trouvé ça exceptionnel. Et il y a la suite là qui vient de sortir, ça tombe très bien parce que le manga est a quand même quelques années, et là il y a la suite, donc Alice in Borderland Retry, qui par contre on sera qu'en 2 tomes, et il y a le premier tome qui est sorti, donc faut que j'aille lire ça. Mais honnêtement si vous aimez un peu les survival assez sanglants, mais avec quand même un côté bien psychologique et un développement de personnages, Alice in Borderland c'est très bien. Et la fin, alors la fin n'explique pas tout, c'est sûr que la fin n'explique pas tout, mais je pense pas que ce soit une mauvaise chose qu'il y ait une part de mystère qui reste sur ces choses là en précis. Je vous en dirai pas plus, mais ça reste une fin qui est totalement convenable, totalement convaincante, donc pour moi j'en suis satisfait. On passe à Kurokawa parce que j'ai qu'un seul tome et je vais pas revenir énormément dessus. C'est Wandering Witch, donc tout simplement l'histoire d'une jeune sorcière vagabonde qui connaît pas, en fait, au final, qui ne connaît pas grand chose au monde de la magie, parce qu'elle va être élevée un petit peu à part. On va la suivre à travers des histoires courtes, on va suivre son périple, en fait, sa découverte du monde, sa découverte d'autres personnes. Ça va être vraiment cousu, mais on va quand même avoir le fait que ce soit des petites histoires courtes, en fait. On va la suivre à travers ses rencontres, avec quelques flashbacks quand même sur son passé, comment elle est devenue sorcière, ce genre de choses. J'ai trouvé que c'était un premier tome convaincant, que c'était une bonne lecture. C'est pas ma lecture de l'année, on va pas se mytho, mais honnêtement j'ai bien aimé le principe, et si vous aimez les histoires de sorcières, je pense que ça peut vous plaire. Ensuite on va continuer sur éditeur avec un seul tome. J'ai lu le tome 4 de Gannibal. Alors je suis très en retard sur Gannibal, mais je suis en train de faire en sorte de rattraper, donc ça devrait se faire dans les
dans les prochains mois, voilà, peut-être pendant pendant ces vacances. Gannibal, c'est pour moi une enquête, un manga d'enquête, un petit peu horreur, très horreur par moment, qui est exceptionnel. Le dessin qui est singulier, vraiment unique, qui est super, et les phases un petit peu de transition avec des moments où du coup il va pas se passer grand chose parce que du coup on va suivre les personnages d'une certaine manière, et d'autres moments où ça va être une cata, où les personnages vont être en danger, etc. Il y a des pièces en fait d'un puzzle qui se mettent en place petit à petit et qui permettent de comprendre de plus en plus ce qui se passe dans ce village, parce qu'à la base on parle quand même de cannibalisme, hein, c'est pour ça que c'est Gannibal, et le policier donc qui est en place là-bas essaie d'enquêter pour comprendre ce qui se passe, est-ce qu'il y a vraiment du cannibalisme notamment ou pas dans ce village. Donc c'est assez intéressant, moi ça me tient en haleine et j'ai hâte du coup de lire la suite. Ensuite chez Ototo, un tome aussi, j'ai lu Je ne suis pas né dans le bon corps de Mafuyu Konishi, donc qui est une biographie, si je puis dire, d'une autrice qui est transgenre, et qui, principalement dans ce tome elle va parler beaucoup de son opération du bas, donc de réassignation sexuelle. Bon, ça c'est un terme que j'aime pas trop, mais voilà, grosso modo elle va en parler. Elle va parler de ses rencontres, à quel point ça a été dur par moment, comment elle l'a vécu psychologiquement, du fait qu'il fallait se faire confiance, qu'il fallait être sûr de soi, que même si c'était difficile elle le regrette pas. Voilà, c'est une lecture qui est je trouve très importante, très sympa, qui permet aussi pour ceux qui n'ont pas beaucoup de connaissances d'en découvrir un petit peu plus, de s'ouvrir un peu sur le sujet. Donc pour moi c'est une très bonne lecture et je vous invite fortement à aller le découvrir. Ensuite on va passer du côté de Pika avec Fragmandel. Fragmandel, ça va être grosso modo un shoujo un peu étrange. Ils disent que c'est un seinen, mais bon on va parler, voilà, pour moi c'est, voilà, il y a le côté quand même très romance, un peu étrange parce que le mec principal il associe trop le visage d'une personne qu'il a aimé à toutes les filles qu'il rencontre, qui lui ressemblent, et j'ai du mal en fait à faire la différence entre les différentes femmes du coup, parce qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent. Du coup c'est assez étrange. J'ai le tome 2 là qu'il faut que je lise, donc j'espère que je comprendrai un peu mieux, et honnêtement je vous en reparlerai quand j'aurai pu lire la suite, parce que pour l'instant je suis trop paumé pour savoir si j'aime bien ou pas. Ça alors si je vous dis Yu Kuraichi et Kazu Inabe, vous me dites Fortress in Apocalypse ou Starving Anonymous, donc qui est juste derrière moi. Bon, je vais le ranger. Et oui, c'est la nouvelle série des auteurs, donc qui s'appelle Denjin N, donc que j'ai comment je ne peux ne pas adorer, j'adore ces auteurs. J'ai adoré Starving Anonymous, j'ai adoré Fortress of Apocalypse plus, c'est quand même mon préféré, mais c'est vrai que celui-ci va être intéressant. On va suivre Nazu, qui est un pauvre mec entre guillemets, qui est accro à une chanteuse, mais complètement accro. Il achète tout ce qu'il peut d'elle et il est omnubilé, et un jour en voulant écouter son CD il va se faire électrocuter, il va mourir, mais en fait son esprit va rester dans un système électrique, je trouvais pas trop quel terme utiliser, et donc il va pouvoir manipuler un petit peu tout ce qu'il veut, et il va faire en sorte de pousser entre guillemets celle qu'il aime, hein, si je puis dire, même si c'est un peu malsain, vers le haut, c'est-à-dire à éliminer ses concurrentes, à faire en sorte que la chance lui sourisse toujours. Sauf que vous vous doutez bien que elle, ça reste une jeune femme qui est humble, une femme très gentille. Le fait de voir plein de gens autour d'elle mourir et d'avoir l'impression qu'elle est maudite, c'est pas vraiment positif. Donc c'est une série encore qui joue beaucoup sur le plan psychologique, hein, les auteurs adorent, qui reste dans ce domaine un peu gore, un peu dégueulasse et captivant. Franchement c'est captivant et je surkiffe. J'ai hâte de découvrir la suite, voir comment ils vont parvenir à développer ça, parce que franchement pour l'instant c'est vraiment très bon. Ensuite j'ai lu les tomes 3 et 4 de Blue Lock, je viens de recevoir le tome 5, donc je vous le présenterai quand je l'aurai lu pareillement. Blue Lock, à l'opposé d'Aoashi, ça va être plus en mode Battle Royale, donc manga de foot, Battle Royale. Il y a 300 buteurs au Japon, donc des jeunes qui vont s'affronter à travers diverses épreuves par équipe dans des cadres du coup assez prédéfinis, et pour déterminer en fait le seul qui sera du coup
coup le buteur de l'équipe du Japon, puisque d'après certaines personnes, c'est ce qui manque à l'équipe voilà, à l'équipe du Japon. Donc c'est un manga qui est très intéressant. Honnêtement, le côté adrénaline avec le waouh, enfin vraiment on se sent happé par les matchs, par la lecture, on sait pas trop ce qui va se passer parce que c'est assez imprévisible. Mais c'est vrai que moi j'aime quand même plus Aohashi pour le côté vraiment réaliste. C'est un peu plus dans ce que j'aime lire maintenant en termes de sport, même si je trouve que Blue Lock c'est un très très bon manga. Il y a certains aspects du titre qui m'énervent un petit peu et j'espère que ça continuera pas uniquement dans ce chemin-là et que ça ira un petit peu plus loin, parce que j'ai du mal à savoir comment ça ne pourrait ne pas être lassant par la suite, même si des avis que j'ai pu en lire, la suite est vraiment exceptionnelle. Bon, on verra bien. Dernier titre chez Pika, même si bon c'est Pika achète collection, ça va être le tome 1 de Fairy Tail en version un peu comme les logs de One Piece, c'est-à-dire format presse mais grand format, agréable du coup à la lecture parce que vraiment on peut profiter des dessins, des pages exceptionnelles. J'avais déjà lu les premiers tomes de Fairy Tail, j'ai vu une grosse partie de l'anime, mais là je reprends vraiment avec cette édition, ça va me permettre de lire un petit peu au plaisir comme je fais avec Naruto, même si Naruto, vu que j'ai commencé un tout petit peu après le début, il y a eu des ruptures de stock pendant des mois, là je suis qu'au 11 alors que j'ai commencé il y a plus d'un an, sachant que normalement on en a 2 par mois. Normalement on en a 2 par mois, alors pour vous dire si en un an j'en ai eu que 11, c'est qu'il y a un problème, mais voilà, c'est comme ça. J'attends toujours la suite, j'espère que ce sera envoyé assez rapidement. En tout cas Fairy Tail, normalement je l'ai pris au bon moment, donc ça devrait être envoyé assez rapidement. Je vous en reparlerai par la suite, mais mon Fairy Tail, bon je vais pas vous parler du scénario, ce serait quand même un peu abusé, je pense que vous connaissez suffisamment. On va passer du côté du coup de Kana, après on fera du coup tout ce qui est manhwa, donc de Nazca et Maned et Kana. Je vais avoir lu Entre les lignes tome 1, donc le premier tome. Alors, Entre les lignes, c'est la collection live de Kana, donc c'est tout simplement ma collection préférée de chez eux, certainement une de mes collections préférées, tout éditeur confondu. Donc on se doute que ça va mettre en avant des états d'esprit contradictoires, des gens qui savent pas trop où est leur place, qui savent pas trop comment s'appréhender eux-mêmes en fait, quelque part. Donc je sais que c'est un très très bon manga, mais j'en reparlerai parce que j'ai pas reçu le tome 2, donc je pense que je vais l'acheter. Je vous en reparlerai quand j'aurai lu le tome 2, parce que pour l'instant je sais pas trop comment me situer par rapport à l'œuvre. J'apprécie beaucoup, mais je sais pas trop en fait sur quel pied danser. Je sais pas trop ce que je dois en attendre, donc je vous en reparlerai quand j'aurai lu le tome 2. Le premier tome de Tense a coupé le souffle de Yuko Inari, donc qui va tout simplement être un shoujo, voilà, avec un triangle amoureux. J'ai le tome 2, donc va falloir que je le lise. Mais ce qui va être intéressant, c'est que ça va être un triangle amoureux qui va aller au-delà de l'orientation sexuelle, puisqu'on va avoir un garçon qui est tout le temps malade, qui a des gros problèmes d'asthme, et son ami qui vont tomber amoureux de la même personne, un garçon qui est très gentil, très humble, très doux, qui va beaucoup les aider. Donc ça, déjà, vous savez qu'avec moi, c'est un gros point positif. J'en ai rien à carrer des bad boys, des mecs qui font tourner en bourrique et tout, ça me sort par les trous de nez. J'en ai marre dans les shoujo, que ce soit le pauvre connard, voilà, qui soit toujours mis en avant, qui soit toujours aimé, non. Donc là, le fait déjà que ce soit quelqu'un de bien, c'est super. En plus, ils ont quand même une amitié ultra chouette à suivre, même s'il y a ce côté romance qui se développe peu à peu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sait pas du tout comment ça va se passer, on sait pas du tout ce que lui peut ressentir, est-ce qu'il ressent quelque chose en fait. J'ai beaucoup aimé, je vous en reparlerai de toute façon avec le tome 2 prochainement parce que je l'ai. Et on va passer à Love Fragrance tome 3, tome 4 en plus, ça passe trop vite en fait. C'est pour ça, toujours collection Life, c'est un de mes titres préférés de la collection Life. Love Fragrance, à la base, ça parle de senteur, ça parle d'un mec qui tombe amoureux d'une femme, principalement parce qu'elle a une odeur qu'il adore, et elle complexe beaucoup de son odeur parce qu'elle a l'impression de tout le temps transpirer. Et on va suivre tout simplement leur idylle, leur romance, mais dans un milieu adulte, donc ça va être quand même plus mature que les shoujo lycéens qu'on a du coup la plupart du temps. On va suivre l'évolution de leur complicité, le fait qu'ils doivent cacher leur relation au travail, mais c'est vrai que j'apprécie de plus en plus les relations plus adultes, parce que forcément je vieillis, triste, je ne suis plus aussi innocent qu'avant, même si j'aime toujours les shoujo. C'est vrai que ce genre de titres qui vont plus me parler finalement, parce que maintenant que je suis dans une vie d'adulte avec des contraintes, avec ce genre de choses, c'est vrai que ça me parle beaucoup plus,
et donc je vais plus pouvoir me faire rêver, on va dire, avec ce genre de titre qu'avec les shoujo. Et Love Fragrance, c'est vrai que c'est un titre qui est très doux, très pur, pareil, le personnage il est très bienveillant, ils sont très bienveillants l'un envers l'autre, donc c'est une super histoire, j'aime beaucoup. Ensuite j'ai lu Mission Yosakura Family tome 3, donc manga d'espionnage, hein, toujours avec ce côté shonen très neketsu, avec le personnage qui est nul mais qui doit se battre pour la personne qu'il aime, avec le côté quand même espionnage, avec du coup des ennemis qui sont assez badass. Pour moi c'est toujours aussi bien. Je crois que le tome 4, voire même peut-être bientôt le tome 5 sont sortis, je les ai pas encore, donc faut que j'arrive à me procurer tout ça. Dernier tome de chez Kana, le tome 4 de Corps Solitaire. Je veux le tome 5 hein, parce que Corps Solitaire c'est génial. On est toujours dans cette opposition entre deux couples qui sont pas épanouis dans leur vie de couple, parce que notamment d'un point de vue sexuel, et qui vont se rapprocher l'un de l'autre, sauf que ça va être assez ambigu, ça va poser beaucoup de problèmes. C'est un titre toujours aussi prenant qui permet de beaucoup faire de remise en question en fait sur la vie, sur la façon dont on s'habitue aux choses et dont en fait ça devient un quotidien et donc on ne prend pas soin. Et moi je trouve ça très plaisant que ce soit fait ainsi, même si c'est toujours toujours très compliqué, que j'ai toujours envie de m'arracher les cheveux quand je lis un tome. Donc on va terminer par du coup nos petits mangas chinois avec Battle Through the Events tome 7. Je vais pas revenir beaucoup dessus parce que bon, déjà c'est des vous connaissez, c'est un peu toujours pareil. On va toujours suivre Yann qui va s'entraîner tout seul. Il est toujours parti durant son année sabbatique pour s'entraîner. Il va encore une fois avoir des obstacles, blablabla. Bon, en fait on a l'habitude. Ça reste un très bon titre, mais c'est vrai que sur les titres qui sont aussi longs comme ça en un tome, même s'il se passe des choses, si je commence à vous en parler en fait très vite je vais vous spoiler, mais pour moi ça reste un titre qui est très très bon et que je suis très content de suivre régulièrement. Et on va avoir aussi Todag. Alors ça bon, c'est mon manga chinois, même dans mes mangas préférés tout court, parce que c'est exceptionnel. J'ai acheté le tome 12 il n'y a pas si longtemps que ça, parce que je pensais qu'il venait de sortir. Honnêtement j'ai pas trop tilté en fait que ça faisait un petit moment qu'il était sorti. Il a dû sortir en septembre, et pourtant moi je l'ai pris qu'en novembre. Alors comment vous dire que quand je suis retourné à ma librairie quelques semaines après, que j'ai vu le tome 13, j'étais trop content. Bon, c'est sûr qu'avec médecine du coup je regarde plus trop les sorties, et je prends vraiment quand j'y passe une ou deux fois dans le mois, pas plus, je prends ce qui est sorti. Mais c'est vrai que du coup ça m'a fait grandement plaisir. De Todag pareil, ça sert à rien que je revienne dessus, je vais toujours dire juste que c'est excellent, que j'adore la façon dont c'est fait, et le scénario évolue bien, mais je vous conseille vraiment d'aller le lire par vous-même. Et on a aussi Soul Land tome 8, alors, qui va être un peu dans le même genre, on va pas se mytho, hein. C'est vrai que là-dessus les mangas chinois c'est beaucoup les arts martiaux, la chimie, avec des pouvoirs assez fantastiques. Sauf que dans Soul Land on est dans une période où il y a des tournois, donc on est dans un tournoi qui doivent absolument gagner parce que leur école a besoin d'argent. Donc c'est vrai que ça va pas développer les mêmes aspects en fait de ce genre d'univers par rapport à Todag, mais ça va être tout aussi intéressant. Au début j'aimais pas trop Soul Land, je vous en avais parlé, mais honnêtement au fil des tomes j'apprécie de plus en plus, donc je vous recommande chaudement la série. Et vraiment dernier tome, c'est le tome 10 des Liens du Sang. Les Liens du Sang, vous savez très bien, Shuzo Oshimi c'est ma vie, j'adore cet auteur, c'est un de mes auteurs préférés, et Les Liens du Sang c'est exceptionnel. On est déjà au 10e tome, c'est toujours aussi étrange, c'est toujours aussi malsain, on sait toujours pas à quoi nous attendre, on sait toujours pas ce qui va se passer par la suite, même si là notre petit Seiichi paraît être dans de beaux draps. Donc j'ai hâte de découvrir la suite, et de toute façon on en reparlera, mais mon Shuzo Oshimi c'est un god, hein, pour moi c'est un dieu. J'espère encore une fois que ça vous a plu. Si vous avez lu certains titres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me dire ce que vous en avez pensé. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là portez-vous bien, ciao.